On raconte beaucoup d'histoires sur ce qu'il se passe là-bas, au large, là où la terre devient vague, où la musique est jouée par l'eau et le vent, où les compagnes s'appellent fatigue, peur et mort. Des destins naissent, d'autres meurent. On entend parfois qu'un capitaine a fait fortune ou qu'un autre a sombré avec son navire. Certains remplissent leur cale, d'autres le ventre des baleines et des poissons. Mais qui sait ce qu'il se passe vraiment au-delà de l'horizon? Après tout, les marins qui ont vécu les histoires les plus terribles ne rentrent que rarement au port pour les raconter. Et pourtant, quelques-unes parviennent, tant bien que mal, à se frayer un chemin d'une bouche jusqu'à une oreille, à la faveur d'une discussion dans la brume d'une taverne ou de celle qui couvre le pont des navires les matins froids. Parfois c'est un marin qui en connaît un autre, qui en connaît un autre, qui en connaît un autre qui, lui, a entendu de vive voix la légende, de la bouche même de celui qui l'a vue, qui l'a vécue. Mais il n'est pas rare qu'on ne sache même pas d'où elles viennent, tant elles ont voyagé et se sont tordues en étant façonnées par les langues et cabossées en tombant dans des oreilles. Les mythes et les légendes sont d'immenses liens qui relient les hommes au temps. Quiconque raconte, quiconque écoute, qu'il le veuille ou non, devient un maillon supplémentaire de cette longue chaîne. On dit que, là-bas, dans les récifs qui déchiquettent l'écume, l'eau, le vent et le bois des coques, il y a un rocher. Il est plus gros, plus grand, plus vieux que les autres. Certaines personnes sont convaincues que c'est un géant qui l'a posé là il y a bien longtemps, pour boucher un trou par lequel l'eau passait et inondait son immense caverne. D'autres disent que c'est la mer qui l'a apporté. On ne sait trop comment. Quand le vent souffle, ce rocher parle. Il raconte des histoires étranges et lointaines. Bien peu de gens comprennent ce qu'il dit. Il suffit pourtant d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille. Certains navires bien conçus sont capables d'épouser les tempêtes pour mieux les dompter. Ils filent sur la crête des vagues sans jamais les briser. Ils dansent avec les courants pour mieux leur résister. On appelle ces vaisseaux les voltigeurs. Et il y en a un qu'on croise parfois si on plisse bien les yeux les soirs où le vent est calme et la lune pleine. On le nomme le grand voltigeur. Une nuit, sur un navire, un marin nommé Hendrik tenait la barre lors de son quart. Il était originaire d'Amsterdam. Oh, ce soir-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le vent était calme et la lune pleine. Hendrik plissait les yeux. Il croyait voir à l'horizon quelque chose qui rayait la mer, une chose qui laissait derrière elle un sillage pâle, à peine perceptible. Hendrik s'est demandé ce qu'il devait faire. Était-ce un autre bateau? Normalement, la nuit, quand on est en mer, on a la courtoisie d'allumer les feux de position pour signaler sa présence aux autres vaisseaux, mais là, il n'y avait rien. Juste une forme trouble et lointaine. Hendrik regarda autour de lui. Sur son bateau, les feux étaient bien allumés. Si la forme au loin était une autre embarcation, elle devrait le voir. Il maintint son cap et observa à nouveau au loin. Là-bas, dans la nuit, un petit point jaune venait d'apparaître et scintillait dans l'eau à côté des rayons dansants de la pleine lune. Hendrik entendit les voiles claquer légèrement. Le vent tournait imperceptiblement, poussant le navire vers les lueurs. Le marin réfléchit. On avait une destination à atteindre et on lui avait indiqué un cap à tenir, mais à bord, on avait quelques matelots que le passage du Cap Horn avait bien abîmés. Et peut-être que cette lumière lointaine était un navire, peut-être que sur ce navire, il y avait un chirurgien, et peut-être que ce chirurgien pourrait soigner les blessures. Hendrik décida de faire ce que font tous les marins qui ont des doutes, demander des ordres au capitaine. Il alla donc jusqu'à la cabine du capitaine et frappa 4 fois à sa porte. « Qu'est-ce que tu me veux ?» fit une voix étouffée par le bois. « Capitaine, il y a une terre ou un navire en vue, et le vent nous y pousse. Dois-je maintenir le cap ou nous laisser porter ?» Le capitaine ouvrit la porte de sa cabine. « Une terre dans les parages? Ça m'étonnerait, mon garçon. Il n'y en a pas des lieues à la ronde. J'ai vérifié la carte pas plus tard qu'hier, et mes calculs sont bons. Que la tempête nous emporte, si je ne parle pas vrai. » Hendrik insista, et le capitaine décida de faire ce que font tous les capitaines qui ont des doutes, observer. Sur le pont, il scruta le petit point jaune du bout de sa lorgnette. « Les eaux sont sûres par ici, » fit-il avec la grimace de celui qui plisse les yeux, mais qui ne voit rien. « Ce n'est pas un phare, pas une terre,
C'est un navire, je vois son feu. Allons à sa rencontre. Il aura peut-être quelques nouvelles pour nous et, si le vent est bon, un docteur pour soigner nos malades. » Hendrik s'en fut réveillé l'aborder. « À la manœuvre! On a de la compagnie cette nuit !» Le pont se remplit de matelots éclairés par la blafarde lueur lunaire et les chaudes flammes des lanternes du bord. Hendrik tenait toujours la barre, ne perdant pas de vue la petite lumière qui grossissait. Le vent et le courant étaient parfaits, si bien qu'il n'avait presque pas à corriger le cap, comme si la nuit poussait naturellement le navire vers cette rencontre inattendue. « Par l'honneur de ma sœur, je jurerais que c'est un vieux brick que nous allons aborder !» s'exclama l'un des matelots depuis la hune. « Un brick, il ferait beau voir !» répondit un autre. « Même mon vieux père n'en a pas vu un seul en 3 tours du monde. Tes yeux te jouent des tours. » « Mes yeux sont bons, et je te parie 3 jours de solde que c'est sur un vieux brick que tu videras ta moque de rhum cette nuit. » Pour sa part, et aussi étonnant que ça puisse paraître, Hendrik voyait aussi un brick se découper de plus en plus nettement dans la nuit. Mais celui-ci n'avait pas l'air vieux, comme le sont le peu de briques qui sont encore à flot et qui ne voguent que par le bon vouloir du Saint-Esprit. Non, ce navire-là avait fière allure. La voilure était complète, et la coque fraîchement peinte donnait à croire que la nef n'avait quitté son port d'attache que depuis quelques semaines. On se rapprocha et, bientôt, le navire fut à vue, et son nom se dévoila. De Oude, le vieux. Il battait un pavillon de la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Oh, ça n'aurait rien eu d'étrange si la VOC affrétait toujours des navires, mais voilà, elle avait disparu depuis longtemps, et ça faisait bien des années que plus aucune nef ne naviguait sous son pavillon. Hendrik, amusé, songea qu'au moins, il aurait peut-être le plaisir de parler du pays avec des marins de sa nationalité. Lorsque la distance le permit, des mots furent échangés au porte-voix. Mais le capitaine, un Suédois bourru, ne comprenait pas un traître mot de ce que lui disait son homologue du brick. Hendrik étant le seul marin hollandais à bord, on le fit mander pour la traduction. « Ohé, du bateau, que faites-vous dans les parages ?» Le capitaine du De Oude sembla se réjouir d'entendre un langage qu'il comprenait. « Ah, quelle joie d'entendre l'accent d'Amsterdam sous ces latitudes. Voilà plusieurs semaines que nous avons quitté Batavia avec une cargaison de poivre pour la vieille Europe. Mais les tempêtes qui nous secouent la couenne n'ont de cesse de nous ralentir. » Hendrik traduisit. « Batavia » s'exclama le capitaine suédois. « Diable, un nom que je n'ai jamais entendu et que je n'ai pu lire que sur de très vieilles cartes. D'où sortent ces bougres ?»« Il me semble que Batavia est l'ancien nom qu'on donne à Jakarta, » fit Hendrik. « Mais il n'y a guère que dans la bouche des plus vieux marins qui fréquentent les tavernes des bords de l'Amstel qu'on entend encore ce nom. »« Qu'importe, demande-lui donc si quelques médecins se trouvent à son bord, » ordonna le capitaine. Hendrik s'exécuta. Il y avait bel et bien un docteur sur l'autre bord, et on convint de le faire venir pour soigner les blessés tandis qu'une partie de l'équipage irait à bord du brick pour festoyer. Même s'il comprenait et était compris de l'autre capitaine, Hendrik avait été légèrement mal à l'aise lors de la conversation. Son interlocuteur parlait néerlandais, certes, mais il avait l'impression qu'il faisait des simagrées et des tournures volontairement désuètes. Son accent était aussi prononcé, ce qui n'était pas pour faciliter la compréhension. Peut-être était-ce ainsi que causaient les marins qui étaient restés trop longtemps à Jakarta. On ne tarda pas à jeter les amarres et les couper entre les 2 ponts. Le médecin sauta à bord, salua et demanda où étaient ses patients. Fort heureusement, il comprenait un peu l'allemand, langue de nombreux marins du bord. Le reste de l'équipage sauta sur le De Oude et l'on fraternisa promptement. Hendrik serait bien allé goûter le vin des Hollandais. Ces derniers avaient eu l'idée, dans l'espoir d'éviter qu'il ne tourne, d'y verser quantité de poivre, mais, malheureusement pour lui, il devait faire la traduction entre son capitaine et celui du brick. Ces derniers s'échangeaient les nouvelles du monde. Oh, en mer il n'est pas rare que les nouvelles fraîches datent déjà de plusieurs mois, voire d'1 an ou plus, mais là, le capitaine du brick parlait de guerres depuis longtemps terminées, ou de royaumes et d'empires qui n'existaient plus. À la faveur d'un silence, ce dernier adressa la parole à Hendrik. « Alors, mon garçon, je sais que tu es d'Amsterdam, ta voix t'a trahi, mais je vais te surprendre en t'appelant par ton nom sans que tu me l'aies dit. David. » Hendrik fut fort surpris. Il réfléchit, se demanda s'il n'avait pas dévoilé son identité par inadvertance au détour d'une conversation, mais non. Il devait s'avouer qu'à aucun moment son nom n'avait franchi ses lèvres. Voyant sa surprise, le capitaine néerlandais poursuivit. « Ah, tu te demandes comment je sais une telle chose? Eh bien, je vais te le montrer. Hendrik de Witt » appela-t-il. Hendrik ne comprit pas. Quel sens ça avait de l'appeler alors qu'il se tenait juste en face du capitaine? Il voulut répondre, mais ce dernier le fit taire d'un geste de la main avant d'appeler à nouveau. « Hendrik de Witt » Un homme quitta la noce qui animait le pont pour les rejoindre.
En le voyant, le capitaine suédois faillit avaler sa pipe et jura à en faire rougir un docker. Hendrik ne comprenait pas. Il dévisageait le matelot en face de lui sans comprendre, et ce dernier faisait la même chose. « Dame, êtes-vous donc frères ?» s'exclama le Suédois en dévisageant les deux hommes. Il est vrai que l'air de famille qui unissait les marins était remarquable. Hendrik et l'autre matelot, qui s'appelait aussi Hendrik, se ressemblaient beaucoup. Même cheveux de paille, même barbe rousse, même regard, même démarche, même voix. On aurait juré avoir affaire à deux jumeaux qui ne s'étaient jamais vus. « Il semble évident que vous avez beaucoup de sang en commun, à moins que le hasard n'ait eu le caprice de façonner 2 fois le même matelot, commenta le capitaine du De Oude. Notre Hendrik porte le même nom que le vôtre ? Demanda le capitaine suédois. Dans sa spontanéité, il avait parlé en allemand, langue qu'il maîtrisait quelque peu et que son homologue semblait comprendre. Tout à fait, répondit le capitaine du brick. La chose paraît surprenante, mais leur ressemblance est si frappante qu'on ne s'étonnerait pas d'apprendre qu'ils sont frères. Laissons-les donc, je gage qu'ils ont à se dire une foule de choses. Les deux capitaines s'accordèrent pour poursuivre leur conversation en baragouinant entre eux en allemand, histoire de laisser la paire de Hendrik faire la causette. Et la causette, ils la firent. D'abord timidement, puis avec de plus en plus d'entrain. Ils venaient du même pays, de la même ville, du même quartier et du même canal d'Amsterdam. Leur vie était très similaire. Tous deux étaient partis en mer, comme ça. Dans leur famille, on prenait le large comme on prend le marteau ou la faux dans d'autres. En parlant de famille, il s'aperçut que les leurs étaient très similaires. Hendrik avait quitté Amsterdam, laissant là-bas sa compagne, sa vieille mère et sa très vieille grand-mère. Son homonyme, lui, avait pris le large pour subvenir aux futurs besoins de sa famille. Sa femme avait accouché d'une petite fille quelque temps avant qu'il ne parte, et il souhaitait offrir une digne vie à l'enfant. Ils parlèrent comme deux amis, deux frères, jusqu'au petit jour. Le Hendrik du vieux brick confia à son homonyme une lettre à remettre à sa famille, à Amsterdam. Ce dernier lui promit de la délivrer dès son prochain passage au pays, d'ici quelques semaines, puisque le navire était sur le chemin du retour. À l'aube, chacun regagna son bord. Hendrik avait dans la poche la lettre que lui avait remis le marin qui lui ressemblait tant. Il la mit dans son coffre et l'oublia. Il oublia d'ailleurs tout, le vieux brick sorti de la nuit et la conversation qu'il avait eue avec cet étranger si familier. Après tout, il se passe tant de choses pendant les longs voyages en mer qu'on ne peut pas tout retenir lorsqu'on pose le pied à terre. Le navire sur lequel travaillait Hendrik acheva son voyage, et dès que les amarres furent attachées au quai d'Amsterdam, il sauta sur le pont, son coffre sous le bras. Il rentra chez lui et retrouva sa femme, sa mère et sa vieille grand-mère qui attendait la mort au coin du feu. Il se servit du coffre comme repose-pied pour la vieille femme, qui pouvait ainsi confortablement se chauffer les extrémités pendant ses interminables siestes. Avec le pécule qu'il s'était fait en mer, Hendrik monta sa petite affaire. Oh, il ne reprit pas le large. Tous les hommes de sa famille y avaient péri, et il ne voulait pas connaître le même sort. Il eut des enfants, 2 filles et un fils, qu'il éleva convenablement. Le temps passa, et il passa à toute vitesse, car quand on est heureux, le temps file beaucoup plus vite qu'il n'y paraît. Cependant, le bonheur et l'argent n'empêchent pas certains malheurs de la vie, et la vieille grand-mère de Hendrik tomba gravement malade. Malgré les soins, les onguents et les traitements, elle était devenue tellement faible qu'elle devait rester au lit et ne pouvait même plus somnoler dans son fauteuil, devant la cheminée en se rappelant du passé, comme elle aimait tant le faire. La santé de la vieille femme se dégrada et fut bientôt au plus bas. Un soir, alors que Hendrik venait de lui souhaiter la bonne nuit, en songeant que c'était peut-être la dernière pour sa vieille grand-mère, il s'assit dans l'antique fauteuil vide, face aux braises d'un feu qu'on alimentait maintenant qu'en de rares occasions. Des braises, son regard dévia vers les vieux chenets de fer que bien des feux avaient rendus tout tordus. Des chenets, ses yeux passèrent aux pierres du fond de l'âtre, au carrelage bruni de la pièce, puis se posèrent sur un petit coffre de bois. Ce petit coffre que Hendrik avait posé là il y a des années et dont il ne se souvenait que maintenant. À force d'avoir soutenu pendant tant de temps les vieilles jambes de la grand-mère, le bois du couvercle s'était légèrement affaissé. Hendrik le prit et le posa sur ses genoux. Il l'ouvrit et en sortit une vieille pipe, une poulie, un bout de cordage, une carapace de tortue, tant d'objets qui lui rappelaient ses aventures, grandes comme petites, vécues aux 4 coins des océans. Au fond, tout au fond du coffre, il mit la main sur un vieux bout de papier plié et racorni. Dessus, une écriture qui n'était pas la sienne indiquait un nom et une adresse à 2 pas de la sienne. Tout de suite, Hendrik se rappela de tout. Le brick sorti de l'obscurité, la manière étrange de parler qu'avaient les matelots et, surtout, cette conversation qu'il avait eue ce soir-là avec ce marin qui lui ressemblait tant. Il se souvint aussi de sa promesse,
Cette promesse qu'il n'avait pas tenue. Cette promesse qu'il avait fait de délivrer la lettre dès qu'il serait de retour en ville. Cette nuit-là, il ne put pas dormir, obsédé qu'il était de remettre dès le lendemain cette lettre qui attendait depuis des années d'être ouverte. Dès que le jour se leva, il parcourut les canaux jusqu'à l'adresse indiquée sur le vieux papier. Il toqua à la porte. On lui ouvrit et il annonça qu'il avait un message. On prit sa lettre, on lut les mots qu'il y avait sur l'enveloppe, mais on lui dit que plus personne de ce nom n'habitait là depuis longtemps. Le courrier devait être destiné au propriétaire précédent, voire à celui d'avant. Hendrik ne se découragea pas, et, sa lettre en main, partit se renseigner. Il écuma les tavernes et les archives en quête de nouvelles, mais ne trouva rien. Outre de la déception, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un brin de culpabilité d'avoir, pendant si longtemps, négligé sa promesse. Qui sait, peut-être que cet oubli avait eu des conséquences sur des vies. De retour chez lui, à la nuit tombée, il monta, comme il le faisait tous les soirs, souhaiter la bonne nuit à sa vieille grand-mère qui se rapprochait toujours plus près du départ pour le grand voyage. Alors qu'il s'asseyait à son chevet, il eut une idée. Après tout, cette grand-mère avait passé sa vie entière à Amsterdam. Elle connaissait parfaitement ses rues, ses canaux, mais elle connaissait aussi ses habitants. Ce nom, le nom de la lettre, lui dirait peut-être quelque chose, peut-être qu'elle saurait, et qu'avant de mourir, elle déchargerait la conscience de Hendrik du poids de son oubli et de sa promesse non tenue. Penaud, il sortit la lettre. « Hé, la mère, saurais-tu me dire si tu connais des gens qui s'appellent ainsi ? Je dois remettre ce courrier au plus vite, mais l'adresse et le nom ne correspondent plus. » La vieille tendit la main, prit la lettre et la porta tout près de ses yeux fatigués. Elle les tourna vers une chandelle, sans mot dire. Hendrik la porta à côté d'elle pour qu'elle puisse lire. Pour la première fois depuis des années, le visage de la vieille femme dessina une expression. De la joie, de la peur, de l'incrédulité, peut-être tout à la fois. Hendrik n'aurait pas su dire. Elle brisa le cachet de l'enveloppe. Hendrik eut un mouvement de la main, mais sa grand-mère l'arrêta. « C'est pour moi, » dit-elle simplement. Aussi étonné qu'il fut, Hendrik ne put s'empêcher de la croire. Elle déplia le papier que le temps passé devant la cheminée avait rendu sec et cassant, et plissa les yeux pour mieux lire. Son visage ne trahissait plus d'émotion, et, pourtant, des larmes louvoyaient entre ses rides. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Cette écriture, c'est celle de mon père. Il va bien, et rentrera bientôt. » La vieille dame posa la lettre sur les couvertures et crispa ses mains dessus. « Il va bien, et rentrera bientôt. » Elle ferma les yeux. Hendrik était stupéfait. Dans la pièce, un silence total régnait. Il remarqua que seule sa propre respiration le troublait, car celle de sa vieille grand-mère s'était arrêtée. Que s'est-il passé après ça ? Eh bien, on dit que le lendemain, Hendrik a fait armer un navire et qu'il a repris la mer. On dit qu'il navigue toujours sous les mêmes latitudes, là où il a croisé le brick, jadis. On dit que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu au bord des canaux d'Amsterdam, mais que si vous naviguez un soir, où le vent est calme et la lune pleine, vous pourrez peut-être apercevoir son navire en plissant un peu les yeux. Il viendra à votre rencontre et vous demandera si vous avez des nouvelles du monde. Si vous lui êtes sympathique, il fera même sortir un tonneau de vin de sa cale. Mais, quoi qu'il en soit, Hendrik vous posera toujours la même question. Aurais-tu vu un vieux brick hollandais dans les parages ? Il est ancien, mais toujours fringant, et se nomme De Oude, le vieux. Certains disent qu'il voltige sur les vagues, et d'autres prétendent qu'il vole. Vous pouvez lui répondre à votre guise, mais si vous voulez qu'il rentre un jour chez lui, dites-lui que sa fille l'attend à la maison. Dites-lui qu'elle est devenue vieille, et que chaque jour, elle guette son retour en somnolant dans le fauteuil, devant l'âtre. Dites-lui qu'elle aime bien avoir les pieds au chaud et qu'elle les pose toujours sur un petit coffre de bois au couvercle affaissé, posé là, juste devant la cheminée.